Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA TV vous présente la chronique juridique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Gabriel Sanson du groupe Mallette Juridique. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la servitude et les ententes entre voisins. Oui. Est-ce que je devrais dire la servitude et les ententes entre bons voisins? Oui, ce serait une bonne chose à dire, effectivement. Parce que les ententes, des fois, quand on ne s'entend pas entre voisins, c'est plus compliqué. Oui. C'est quoi exactement une servitude? Une servitude, dans le fond, ce qu'on dit par la loi, c'est une charge qui est imposée sur un immeuble, donc sur une propriété, qui est au bénéfice d'un autre immeuble. Donc, le plus courant qu'on entend, là, c'est la servitude de passage. Là, le droit de passage. Le droit de passage, plus communément appelé, effectivement. Dans le fond, c'est de venir établir des droits et des obligations sur au moins deux immeubles différents. Donc, par exemple, on a chacun un immeuble en propriété. Là. Quand je parle d'immeuble, ça peut être avec bâtisse ou non. Là, un terrain, dans termes juridiques, on appelle ça un immeuble. C'est ça. Donc, j'ai besoin, par exemple, que vous me donniez certains droits sur votre terrain parce que j'ai le terrain voisin puis que j'en ai besoin. Donc, c'est ça une servitude. Le but aujourd'hui, c'est un petit peu de venir, justement, quand vous dites ou l'entente entre bons voisins, c'est que les gens, souvent, c'est correct, on se fait confiance entre voisins ou avec des gens. C'est juste de venir un petit peu démontrer comment ça peut tourner mal quand on pense qu'on a une bonne entente puis qu'on est correct, dans le fond. OK. Vous avez des exemples? Oui. Donc, je vous ai fait un petit exemple pratique. Le chalet si on a un chalet qui n'est pas raccordé aux services d'aqueduc municipaux. Par exemple, moi, j'ai un chalet qui est sur le bord du fleuve. J'ai besoin d'un puits artésien pour pouvoir alimenter mon immeuble en eau. Le puits qui a été creusé, il est là. Par contre, moi, mon terrain n'était pas fait assez grand pour pouvoir accueillir ce puits-là. Donc, avec la réglementation, on doit avoir certaines distances minimales qui sont requises. Vous, par contre, vous êtes mon voisin. Vous aviez l'espace nécessaire. Donc, le puits a été fait sur votre terrain avec, bien sûr, votre consentement à vous. On s'entend bien, on s'aime bien. Et on a fait le puits sur votre terrain. On s'est donné une poignée de main, puis on s'est dit, il n'y a pas de problème, les tuyaux passent, puis on s'entend comme ça, il n'y a pas de problème. Si un jour, on se chicane, on ne s'entend plus très bien, il y a quelque chose qui est arrivé, puis là, on a une mésentente, ou vous vendez à quelqu'un, puis moi, le nouveau voisin, je ne m'entends pas très bien avec lui, ou lui, il ne veut rien savoir, dans le fond, d'avoir des amis dans son entourage. Dans le fond, on n'est pas capable de s'entendre. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et ça ne marche plus. Parce que là, mon puits est chez vous. Ça ne marche pas, mais ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Mon puits est sur votre terrain ou le terrain du nouveau propriétaire. Là, à ce moment-là, dans nos ententes qu'on avait, qui paye l'entretien? Qui paye, dans le fond, si jamais il y a un bris, qu'on doit faire des réparations? S'il y a des réparations que c'est moi qui veux les assumer, est-ce que j'ai le droit de laisser la compagnie de puisatier, dans le fond, aller travailler sur le puits parce qu'il est sur votre terrain? Donc, est-ce que j'ai l'autorisation? Si jamais mon nouveau voisin avec qui je ne m'entends pas du tout, décide qu'il ne m'aime pas puis il coupe l'eau, il coupe l'alimentation, c'est quoi mes recours, dans le fond? Ou est-ce que c'est écrit qu'il doit absolument me fournir en eau pour mon immeuble? Donc, on peut avoir eu quelques années que ça allait très bien puis qu'on s'est bien entendu qu'il n'y avait pas de problème, mais là, on est dans une impasse. Et étant donné qu'on a dit qu'on ne s'entend pas avec le nouveau voisin, comment on peut réussir à en venir à une nouvelle entente qu'on va aller faire une servitude avec lui? Donc, c'est là que la servitude devient très importante. Il y a différents types de servitudes. Dans ce cas-là, c'est une servitude de puisage d'eau. Et on va aller ensemble faire un contrat qui vient vraiment établir quels sont mes droits, quelles sont mes obligations. Même chose pour vous. Donc, est-ce que j'ai le droit de passer sur votre terrain pour me rendre au puits? À quel endroit j'ai le droit de passer? Parce qu'on ne veut pas que j'ai le droit de passer n'importe où. Est-ce qu'il y a des moments où je dois passer? Est-ce que je dois vous aviser à l'avance? Est-ce que c'est moi qui paie l'entretien du puits? Est-ce que c'est moi qui... est-ce que je dois vous donner un montant? Donc, c'est toutes des choses qu'on peut établir par contrat. Et ce contrat-là est publié au registre foncier. Ce qui fait que peu importe le propriétaire,
que ce soit de votre terrain à vous ou de mon terrain. Dans 20 ans, même si on a changé 8 fois de propriétaire, la servitude va être encore applicable et les gens vont être encore protégés qui vont pouvoir avoir accès à l'eau du puits. Mais si on n'a pas d'entente et le monsieur ne veut pas faire d'entente avec le nouveau propriétaire, il arrive quoi? Bien là, on peut avoir des problèmes. Ça prend de l'eau. Est-ce qu'il y a des lois qui font résonner le... Bien, comme je vous disais initialement, là, on a le problème que mon terrain n'est pas assez grand pour avoir un puits. Le voisin, il a le puits, mais dans le fond, il est chez lui. Il n'est pas obligé, dans le fond, de me fournir l'eau. C'est différent de quand mon terrain est enclavé. Si le chemin s'arrête à votre terrain, puis que ma seule possibilité d'aller à la route à partir de mon chalet, c'est en passant sur votre terrain pour accéder au chemin, là, la loi va dire il faut que vous me laissiez passer à un certain endroit. Mais dans des cas comme ça, bien là, c'est là qu'on va rentrer dans probablement qu'on va être à risque d'avoir des avocats parce qu'il va falloir des négociations. Est-ce qu'on va pouvoir acheter la partie de terrain où il y a le puits pour venir terminer le débat? Est-ce qu'on va finir par s'entendre avec ce voisin-là? C'est là qu'on rentre dans des impasses juridiques souvent. La servitude est un contrat qui permet de régulariser plusieurs situations. À risque de conflit, majoritairement, oui. Oui. Maintenant, moi, je reviens toujours sur le puits. Si le monsieur ne veut pas, est-ce qu'il y a une loi qui l'oblige à le faire? Dans le fond, ça va finir avec les tribunaux. Avocats. C'est ça. C'est à ce moment-là, tout dépendant de la situation. Encore une fois, on donne là, les informations de base. C'est sûr que ça dépend toujours des situations pour savoir comment on pourrait en arriver à une finalité qui... Mais malheureusement, c'est sûr que des cas de servitude comme ça, on peut arriver avec des impasses qui vont durer plusieurs années et avec des batailles juridiques, puis qu'il n'y a jamais personne qui va s'entendre parce que c'est le but initial de faire un contrat comme ça, c'est que la loi ne nous donne pas un droit automatiquement dans ce cas-là. Donc, on fait une entente avec quelqu'un d'autre. Dans le fond, c'est ça le principe. Arriver. Et ça arrive. Et ça arrive. OK. L'exemple du puits est bon, mais il y a des routes aussi, puis il y a tellement de choses qui ont été faites dans le passé. Oui. Il y a des lunes. Et là, ces servitudes-là, est-ce qu'elles sont encore bonnes? Est-ce qu'elles sont encore actuelles? Oui. Dans le fond, les servitudes qui sont comme celles que je vous parle, c'est ce qu'on appelle une servitude réelle et perpétuelle. Donc, elle va se perpétuer dans le temps. Elle s'applique sur des immeubles, donc c'est pas en faveur de des personnes. C'est pas moi qui vous ai donné un droit personnel à vous. Par exemple, je vous donne le droit de passer sur mon terrain pour vous rendre au fleuve, mais que je donne ce droit-là juste à vous personnellement. Ça, dans ce temps-là, quand vous n'êtes plus propriétaire, quand vous êtes décédé, il n'y a plus personne qui peut utiliser le droit. Mais une servitude qui est réelle et perpétuelle comme ça, c'est peu importe le propriétaire. Si moi, je suis propriétaire que je décède, la servitude, elle est enregistrée sur mon terrain, donc ça va se continuer. Il y a certains cas, bien sûr, où la servitude, la loi prévoit qu'elle peut être éteinte, donc qu'elle peut être effacée, entre guillemets. Le Code civil vient dire que la servitude va s'éteindre si jamais il y a la réunion dans la même personne des deux propriétaires. Donc, si par exemple, nous, on a fait une servitude ensemble et que moi, j'achète finalement votre chalet également, je deviens propriétaire des deux terrains, donc j'ai plus besoin de la servitude. La servitude, elle se trouve à s'éteindre automatiquement par la loi. Si on se trouve à révoquer la servitude, donc on convient ensemble, on signe un nouveau document que j'ai plus besoin de la servitude, puis on ne veut pas que ça fasse de problème dans le futur, donc on efface la servitude. Si on a mis un terme à la servitude, si par exemple on dit j'ai le droit d'utiliser le puits pour les 5 prochaines années parce que pour l'instant, je ne suis pas en mesure de me faire creuser un puits, mais je sais que dans 4 ans maximum, il va être creusé, donc j'en ai juste besoin pour une certaine période. On n'aura pas besoin de venir effacer la servitude parce qu'on va avoir dit dans le document, elle est bonne pour 5 ans. Donc, dans 5 ans exactement, il n'y a plus personne qui peut prétendre avoir des droits avec cette servitude-là. Et si moi, je vous dis, je vous rachète la servitude, un peu le même principe qu'on fait des nouvelles ententes ensemble, donc je vous donne un montant pour qu'on se trouve à effacer la servitude. Ça va arriver des fois dans des cas de servitude de passage, que le propriétaire sur lequel il y a le chemin ne veut plus que les gens passent sur son terrain. Les gens qui passaient pourraient s'organiser autrement, donc ils conviennent ensemble qu'il y a un rachat, donc on donne un montant pour dédommager, mais on se trouve à effacer la servitude. Et finalement, le non-usage pendant 10 ans.
Ça, il faut quand même être capable de le prouver. Si, par exemple, ça fait 10 ans que on a fait la servitude de puits toujours, puis que moi, j'en ai eu, je me suis fait creuser un puits sur mon terrain. Ça fait 12 ans de ça que j'utilise mon puits. J'ai jamais retouché à votre puits. Il n'y a jamais d'eau qui a passé, dans le fond, dans les tuyaux de votre puits vers ma maison depuis plus de 10 ans. La loi vient dire que la servitude est éteinte. Par contre, c'est toujours plus ambigu dans ce cas-là parce que si, par exemple, c'est une servitude de passage, si moi, j'utilise le chemin, je vous dis, oui, je l'ai utilisé dans les 10 dernières années, vous dites que non, il faut qu'on soit capable de démontrer. Moi, il faudrait que je démontre quand est-ce que je l'ai utilisé. Vous, il faudrait que vous soyez quand même capable de démontrer que non, je ne l'ai pas utilisé, si on ne s'entend pas. Mais c'est encore des cas qui peuvent arriver. Des chicanes de voisins, c'est quand même le classique. Mais là, je parle de la servitude de passage et la servitude de puisage d'eau, mais c'est qu'il y a toutes sortes de servitudes qui existent aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la servitude par destination du propriétaire. Non, allez-y. Si, par exemple, vous construisez un immeuble, qu'il va y avoir des logements dans cet immeuble-là, puis que vous voulez qu'il y ait certaines conditions qui soient obligatoirement respectées par les propriétaires des différents logements, c'est une servitude qu'on peut créer comme propriétaire. Aussi, moi, je fais un développement immobilier. Je veux que les maisons respectent tout un certain revêtement extérieur, qu'ils ne puissent pas avoir de corde à linge sur les terrains, qu'ils ne puissent pas mettre de barbecue sur leur terrain, qu'ils ne puissent pas stationner plus de 2 véhicules à l'avant de la maison, des choses comme ça. Quand je crée le développement, puis au fur et à mesure que je vends les terrains, on va créer cette servitude-là avec les acheteurs, comme quoi les acheteurs et les propriétaires futurs vont devoir respecter ces conditions-là pour que le quartier reste avec un certain aspect qu'on a décidé initialement. Donc, aussi, il y a des servitudes, excusez-moi, il y a des servitudes aussi qu'on lègue à nos héritiers, là, que si nous autres, on décède, que cette servitude-là est bonne pour les héritiers légaux, les gens qui vont nous succéder, pour assurer que la servitude ne tombe pas avec la personne qui décède. Par exemple, sur un terrain? Oui, ou sur un chalet. Ouais, c'est le même principe, étant donné que ces servitudes-là s'appliquent sur notre immeuble. Effectivement, à notre décès, ça va continuer. Donc... Faut pas que là, tu as un chalet, mais tu meurs, puis le terrain... Tout tombe, tout ce qu'on a... Tout tombe avec la personne qui décède. Tout ce qu'on a prévu, c'est ça. La servitude en étant créée, dans ce temps-là, nos héritiers vont en bénéficier aussi parce que quand on va transmettre l'immeuble au décès, la servitude existe, elle est enregistrée sur l'immeuble. Donc, c'est le même principe que quand je parlais tantôt, si on vend notre immeuble, bien, nos héritiers vont aussi soit bénéficier de la servitude ou devoir respecter la servitude qu'il y a en faveur d'un autre terrain. C'est important, hein? Oui, c'est important parce que... C'est important d'avoir des bons papiers, encore une fois. C'est un peu comme on disait il y a 2 semaines avec les conjoints de fait, là. C'est important d'avoir des bons papiers pour avoir des titres clairs. Oui. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Notre travail, c'est toujours d'aider les gens à prévenir le plus possible. C'est ça, c'est toujours... Pour plus tard. Ouais. C'est pour ça qu'il faut qu'on le répète souvent. C'est sûr que dans la vie de tous les jours, on voit pas nécessairement l'utilité de le faire en ce moment. Mais quand on arrive dans le futur que là, on aurait dû faire le document requis, c'est là qu'on se rend compte que c'était utile, c'était nécessaire, puis qu'il fallait pas passer à côté. Donc, c'est pour ça qu'encore là, les servitudes, il y en a une multitude. Là. Il y a toutes sortes de servitudes, toutes sortes de conditions, toutes sortes de choses qu'on peut prévoir. C'est juste vraiment pour que les gens pensent, s'ils ont une situation à un moment donné, un chalet sur le bord de l'eau, pour permettre à un voisin d'utiliser le bord de l'eau, mais avec certaines restrictions. Il faut toujours faire attention aux ententes là, qu'on fait à la bonne franquette, qu'on se serre la main, puis qu'on prend un verre de vin un soir, puis on s'entend tellement bien parce qu'on est 2 amis voisins, mais c'est sûr que la situation peut changer, puis ça peut changer très rapidement aussi. Et les propriétaires autour aussi peuvent... L'environnement qui peut changer beaucoup. Oui, aussi. C'est ça, on n'a pas le contrôle sur tout ce qui peut changer autour de notre situation. C'est ce qui fait qu'on est toujours mieux de prévenir puis de bien mettre en place là, ce qu'on veut, de bien mettre par écrit aussi. On doit connaître nos droits et obligations lorsqu'il existe une ou plusieurs servitudes sur notre immeuble. Oui. Si vous achetez un immeuble puis que le vendeur vous dit « Ah, il y a une servitude, mais tu sais, dans le fond...
Ça ne fait pas grand-chose sur son terrain. J'ai déjà eu qu'on s'est rendu compte juste avant la transaction qu'il y avait une servitude qui avait été oubliée, une servitude de municipalité, puis elle passait complètement en diagonale du terrain. Servitude comme ça avec la municipalité, pour les tuyaux d'aqueduc, on ne peut pas mettre de piscine, on ne peut pas mettre de cabanon, on ne peut pas mettre de headset par-dessus. Donc, on est vraiment limité dans notre droit de propriété. Donc, c'est important de bien s'informer des obligations qu'on a avant de devenir propriétaire. De là, l'importance de toujours être bien protégé. Oui. 248-57-77 pour avoir de judicieux conseils de Maître Gabriel Sanson ou de Maître Nathalie Dubé du bureau de Mallette Conseil juridique. Merci beaucoup. Merci. C'est toujours intéressant. On se retrouve dans 2 semaines pour d'autres bons conseils. Rappelez-vous, la servitude et les ententes entre voisins, c'est tellement important. Ça complète. Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA-TV vous présente la chronique juridique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques.